Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Jérémy Capone, artiste qu'on a connu au cinéma, mais qui trace surtout un chemin très personnel entre musique, images, dessin et écriture. On va parler création, souvenirs, nouveaux projets et de ce que ça veut dire de rester libre artistiquement. Bonjour Jérémy, bonjour Victoria. Bonjour. Bonjour Delphine, bonjour Jérémy. Bonjour, merci Radio Biarritz pour cette invitation exceptionnelle. Merci à toi de venir dans nos studios. Mais avec grand plaisir et désolé de vous avoir mis un lapin hier, j'étais mal réveillé. C'est pas grave, au rythme À des 17 vagues. h mal réveillé. On enchaîne tout de suite avec une première question. Donc pour que les gens se mettent un peu dans le contexte de ta personne, si tu devais te présenter ton univers à quelqu'un qui ne connaît que LOL, tu lui ferais écouter quel morceau en premier ? Je lui ferais écouter le morceau qui s'appelle Libellula Ride, qui est sur mon nouvel album, qui est un morceau que j'ai conçu comme un voyage à dos d'une libellule imaginaire, une grande libellule gigantesque, et qui dévoile un peu mon univers onirique, surréaliste, voilà. Ok, donc un univers surréaliste à dos d'une libellule géante. Il y a un clip qui sort d'ailleurs en septembre, où on a mis tout ça en scène avec une équipe de dessinateurs qui font de l'animation. Tout en dessin animé, il y a un clip qui sort en septembre sur ce morceau, où c'est un grand voyage un peu tu vois, Alice au Pays des Merveilles ou Miyazaki, où j'ai un avatar dessiné sur le dos d'une libellule, vous verrez. Ok, donc c'est comme ça que tu décrirais ton univers artistique, musical ? Ouais, au fond, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le surréalisme et qui aime beaucoup la poésie et le fantastique. J'ai un peu de mal avec la réalité pure et dure, en vrai. Ok. Ouais. Mais bon, je vis quand même comme Dans la tous dans la réalité. Ouais. Mais voilà. Ok, bah pour continuer un peu dans la continuité de LOL, tu as été du coup associé très jeune à ce film qui est extrêmement générationnel, que j'ai adoré. Yes. Toute mon adolescence. Merci. Merci à toi. Avec le recul, du coup, c'est plutôt un cadeau, une étiquette ou les deux ? Je pense que c'est un cadeau et je dirais pas une étiquette, je dirais que c'est un challenge pour moi d'évoluer avec. Mais je le vois pas comme une étiquette, non. Même si je pense qu'il y a plein de gens qui le voient peut-être comme une étiquette. Moi, je sais que c'est quelque chose que dans ma vie, tout simplement, je transcende à ma façon, et avec le temps aussi, je vais continuer à tourner d'autres films. J'ai déjà tourné d'autres films. Juste, c'est vrai que ce film a tellement marqué les générations et continue à se passer de génération en génération. Moi, j'y vois plus ça comme comme une bénédiction, tu vois, d'avoir fait un film qui envoie tellement d'amour aux gens, tellement de bonheur aux gens. Il y a tellement de gens qui sont venus me voir dans la rue en me disant merci, grâce à toi, j'ai grandi en me sentant mieux dans ma peau, grâce à ton rôle, j'ai réussi à, tu vois, embrasser plus ma liberté. Donc pour moi, c'est énormément de positif, et je pense pas que ça arrive souvent dans la vie d'un artiste ou d'un acteur de faire un projet ou un rôle où t'amènes autant d'impact et de positif à autant de gens. Que autant de personnes. Grave, et il y a même des gens d'autres pays, des gens de Russie, du Brésil, je sais pas, tu vois, qui m'écrivent, et c'est hyper touchant. Après, je pense que c'est une étiquette peut-être pour certaines personnes, mais c'est une jolie étiquette, quoi. Tu vois. Et puis je me dis, c'est marrant, à 18 ans, qu'est-ce que j'aurais foutu si j'avais pas tourné ce film ? Ça se peut, j'aurais été juste en terminale à crever dans une classe de cours à me faire chier. Donc je me disais, cool, la caméra de Lisa Azuelo, ça a capturé moi dans cet instant T, et ça a donné ce rôle de Maël et ce film qui est quand même très drôle et qui, je pense... qui est iconique, franchement. Je pense qu'il va un peu perdurer, ce film. C'est sûr. Bah déjà, au bout de 17 ans, quand on continue à t'en parler, c'est que... Ouais. Clairement, je suis d'accord. Et qu'il y a des jeunes générations, des fois il y a des gens de 14 ans aujourd'hui maintenant qui viennent me voir aussi pareil en me disant qu'ils adorent le film, donc c'est cool. Est-ce que tu aurais un rôle iconique que tu aimerais faire dans un deuxième temps ? Un rôle iconique ?
Ouais, un personnage où tu te dis, j'aimerais bien, comme là, ça inspire effectivement des gens qui se sont dit, je me suis reconnu ou ça m'a fait du bien, etc. Est-ce qu'il y a un personnage un peu iconique que t'aimerais incarner? Tu veux dire un personnage qui existe déjà? Non, pas forcément. Ah, bah ouais, carrément, j'adorerais retrouver un projet où il y a un rôle iconique. Puis je pense qu'il va arriver. En fait, moi j'ai toujours abordé ce métier avec beaucoup de patience et de calme. Et j'ai refusé pas mal de projets qu'on m'a proposés par la suite de LoL parce que j'ai trouvé justement pas du tout iconique et qu'au contraire, je trouvais que ça pouvait casser un peu tu vois, ce que j'avais réussi à mettre en place avec LoL et je voulais pas faire tout et n'importe quoi. Et je préférais me concentrer avant tout sur mes projets perso qui me permettaient moi de grandir vraiment humainement, grandir artistiquement et de laisser ma trentaine arriver. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Et laisser ma trentaine arriver en me disant c'est à ce moment-là où je pense qu'on me proposera des rôles avec plus de texture, de profondeur et que je pourrais justement en retrouver un autre d'iconique. Mais je l'ai pas encore là, mais il va arriver, je le sens. Je vous souhaite en tout cas. Merci, c'est cool. J'adorerais te revoir dans un autre rôle iconique, même si tu as, on va en parler, joué dans d'autres films évidemment, que LOL. Hein. Ouais, j'aimerais bien trouver un rôle Mais sur qui a de la matière. plus mature peut-être. Plus mature, qui a de la matière et peut-être pas revenir forcément avec une comédie. Mais en même temps, moi je trouve que la comédie c'est top parce que je vois tous les films un peu déprimants qui sortent, il y en a des très beaux, mais je trouve qu'au bout d'un moment c'est pas très généreux pour le public. Et je trouve que vous méprenez pas, j'adore les films d'auteur et j'adore toutes sortes de cinéma, mais je trouve qu'aussi je trouve que la comédie et les films qui ont de l'humour en tout cas ont une force de générosité qui est important aujourd'hui en particulier parce que en tant qu'être humain aujourd'hui on est tous, je trouve, un peu plombé aussi par l'actualité et plein de choses qui nous font du souci et qu'on a besoin de héros et d'héroïnes qui aussi traversent des choses compliquées mais qui aussi ont de l'humour face à l'adversité. Donc voilà, je suis pas non plus un grand partisan des films totalement déprimants où tu tapes mauvaise nouvelle sur le machin. Je trouve qu'il y en a un peu trop aussi dans le cinéma français. Et puis il y en a de plus en plus, on l'a vu avec Nouvelle Vague, avec par exemple les films de la Bourse, qui j'ai fait une interview avec une membre du jury, allez le voir sur YouTube, avec Malena Carpico. Et en fait, tous les films aujourd'hui qui ont été présentés pour la Bourse parlent uniquement de sujets très réels, très durs aujourd'hui, très sur le silence des hommes, avec un petit H. Donc voilà, moi je suis d'accord, j'aimerais qu'il y ait plus de films un peu comiques ou avec une part de fiction peut-être. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films un peu durs comme ça. Mais bon. Mais si je peux rebondir, c'est vrai qu'il y a deux notions dans ce que tu viens de dire qu'on a retrouvé à Nouvelle Vague, c'est que dans plusieurs interviews ou de témoignages, l'histoire du refus, d'avoir le courage de refuser des rôles auxquels on se sent pas forcément à l'aise, quitte à ce que on ait des grandes traversées de rien jusqu'à arriver au bon rôle. Et aussi au niveau de la comédie, là c'est plus cette année au niveau des Césars où Franck Dubosc a reçu son vrai grand César, et où ça a remis vraiment après la petite anecdote qu'il a eue avec son mini César l'année dernière. Et en fait, c'est vrai que par rapport au scénario qui est arrivé, où on va pas passer dans le détail de ce film-là, mais où finalement un film où à la base c'est pas vraiment drôle, mais où il y a de l'humour, où on peut avoir des personnages iconiques et finalement qui ont des prix, parce que malheureusement des festivals comme Nouvelle Vague ou d'autres ou des Césars, on va souvent le catégoriser avec des films d'auteur, alors que c'est pas que ça. Non. Il y avait un peu de tout dans le festival de Nouvelle Vague et c'est là où j'ai trouvé la programmation vraiment intéressante. Ouais. Je sais pas si dans tes questions, mais justement je voulais avoir un petit peu les impressions de Jérémy sur le festival. Vas-y. Carrément, moi j'ai adoré ce festival. Déjà, la taille par rapport à la ville, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une cohérence. Et j'ai trouvé que l'ambiance des gens, entre les gens du festival, était bonne, ce qui n'est pas négligeable. Il y avait pas, tu vois, c'était pas snob, c'était vraiment bon esprit. Et il y avait une très belle programmation. Moi, j'ai vu des films qui m'ont vraiment plu, quoi.
T'as vu quoi notamment Notamment celui qui a gagné le Grand Prix, qui s'appelle Big Girls Don't Cry, un film de New Zealand, Nouvelle-Zélande. Et le film de clôture aussi m'a beaucoup plu, Club Kid, un film de New York, un mec qui s'appelle Jonathan Firstman. Et il y avait un film aussi qui s'appelait La Bola Negra, qui était assez incroyable. Plus quelques courts-métrages top, celui de Vassili Schneider, La plus belle femme du monde. Il y en avait un aussi qui s'appelait Baise-moi à Saint-Gilles, qui a gagné le prix. Il y avait une belle programmation, il y avait vraiment des belles choses. Après, il y avait des choses qui m'ont moins plu, mais il y avait vraiment des belles choses quand même. Des beaux films. Il faut de tout pour faire un monde. Exact. On parlait aussi tout à l'heure de tes projets personnels maintenant, qui sont du coup notamment la musique, en dehors des films. Ouais. Est-ce que ta façon d'écrire la musique, elle a changé depuis tes débuts? Comment elle a évolué? Carrément. T'as commencé à quel âge? Carrément, j'ai commencé jeune, donc je dirais que j'ai parfait mon travail d'auteur, compositeur. J'ai évolué, j'ai trouvé aussi un peu mieux mon univers, mon style. Et voilà, j'ai aussi plus travaillé l'arrangement, le fait de produire moi-même mes albums. J'ai monté un label, tu vois, pas mal de choses comme ça. Donc en fait, finalement, t'es pas entre guillemets interprète ou compositeur, tu touches à plusieurs facettes de la musique. Est-ce qu'il y a un rôle dans la musique qui t'intéresse plus que l'autre, ou ça te plaît justement de pouvoir un peu tout maîtriser, entre créer un label, produire, composer, interpréter? Clairement, ce qui m'intéresse le plus, c'est la création, donc écrire des chansons, enregistrer l'album, et puis après les transférer sur des spectacles, tu vois, de la scène, quoi. C'est plus ça qui me passionne le plus, ouais. Donc un peu tout, finalement. Aujourd'hui, quand t'es artiste, musicien, t'es obligé de faire un peu tout, hein. Ouais. Ok, mais si tu devais en choisir un? De quoi? Entre écrire, te représenter sur scène. Pour moi, c'est une continuité, donc je pense pas que j'arrive pas à me dire faut que je choisisse, tu vois. Pour moi, c'est assez évident que ça fait partie du lot du travail que j'ai pris, quoi. Et justement, dans les films que tu as cités, je refais juste un petit parallèle avec Nouvelle Vague. Baise-moi à Saint-Gilles, c'est un film musical. Ouais, incroyable. Est-ce que, par rapport au rôle, est-ce que ça te plairait d'imaginer même justement un personnage en alliant vraiment un film musical Carrément, ouais, j'adorerais. En plus, dans Baise-moi à Saint-Gilles, c'est autour du jazz. J'adorerais jouer, tu vois, un jazzman, j'en sais rien, des années 30, années 50, un truc comme ça. Ouais, ça me ferait bien triper, ça. Un nouveau projet pour Jérémy? On peut faire Baise-moi à Biarritz, c'est pour la suite. C'est le nom d'un film. C'est pas une invitation, arrêtez. Je fous. Non, mais justement, Patrick, je trouve ça très bien. Non, mais, en fait, c'est génial parce que ce titre-là, tout le monde était un peu timide en le donnant sur des interviews, alors qu'en fait, justement, c'est un titre fort, au moins qui a marqué le festival. Et justement, moi, j'ai pu le voir dimanche à la reprogrammation. Il n'y a rien qui va, dans les images, il n'y a rien qui va avec le titre, où justement c'est d'une subtilité divine, alors que le titre est quand même très très explicite, et tout le scénario, la mise en scène, il y a un message vraiment très chouette qui n'est pas en premier degré sur la sexualité, et tous les passages dans ce sens-là, sont très subtils. Donc, je trouve que c'est une jolie harmonie entre tout. Ça te plairait de réaliser un film? De réaliser un film? Oui, en soi, ça me plairait. Après, je le ferai peut-être plus tard quand même. C'est un truc, quand tu te mets à réaliser un film, tout s'arrête, quoi. Tu peux absolument rien faire d'autre. C'est un travail peut être très long aussi. C'est un travail faramineux de réaliser un film. Pour ceux et celles qui ne réalisent pas, j'ai tellement d'admiration pour les réalisateurs et les réalisatrices. C'est un travail de malade mental. C'est énorme comme travail. Tu peux à peine avoir le temps d'avoir une vie à côté, quoi. Okay. Et là, en ce moment, c'est vrai que je suis pris dans d'autres choses, entre la musique et l'acting, et je vois pas comment je pourrais faire ça en plus. T'as un nouveau projet qui est sorti, un EP là, non? Un album, ouais. Un album? Ouais. Comment il s'appelle? Libellula.
Libellula. Ouais. Tu peux nous en parler un peu ? Ouais, Libellula, c'est un album que j'ai entièrement enregistré dans mon nouveau studio que je me suis conçu en Corse. Je passe la moitié de mon temps là-bas, on va dire, entre la Corse et Paris ces dernières années. Et Libellula, c'est un voyage imaginaire que j'ai inventé sur une île qui, en fait, reprend un peu tout ce que j'ai vécu dans ma vingtaine et tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai traversé. Et j'en ai fait des chansons. Et c'est une sorte de voyage intérieur sur cette île dans laquelle je me suis retrouvé, perdu, puis retrouvé. C'est une allégorie d'une histoire d'amour. Mais c'est aussi un plongeon au plus profond de soi pour reconnecter avec sa lumière intérieure. Okay. Tu mets beaucoup d'intime dans tes projets. Comment tu gères cette part de dévoiler ce que tu dévoiles au public et ce que tu dévoiles pas ? Est-ce que tu jauges un peu ou est-ce que tu te livres totalement dans tes projets musicaux ? Je les transforme en fait. Je me base d'histoires réelles qui me sont arrivées et je les transforme comme je te dis, par le prisme de la poésie, de l'onérisme, du surréalisme. J'aime bien partir de situations réelles pour les transformer, les décaler. C'est comme ça. Ok. Il y a une grosse part de liberté dans tes titres, Libellula, ça évoque une libellule du coup, je suppose. On en parlait au début. Mm-hmm. C'est important pour toi d'être libre. C'est très important pour moi, ouais. Comment tu vois cette part de liberté dans tes projets, dans ta vie Moi, je pense que c'est dans ma vie. J'ai fait il y a pas longtemps un podcast qui parlait de qu'est-ce que c'est l'échec dans la vie. Et je disais, pour moi, l'échec, c'est de se retrouver en fait influençable. Pour moi, la liberté, c'est avant tout ne pas être influençable, réussir à cohabiter avec les autres tout en respectant leur point de vue et leur goût, mais sans jamais trahir toi en fait au plus profond de ce que tu as vraiment envie de faire, ce que tu as vraiment envie d'être. Et voilà, pour moi, c'est ça la liberté, c'est de ne pas se faire mettre dans des cases et de ne pas être influençable. Ok. Tu n'es dans aucune case, toi ? Je crois que je suis un peu iconoclaste, toi. Ok. T'es out of the box. Un peu outcast même. Ok. Non, mais c'est bien de mettre en avant ça parce que c'est vrai qu'on a une époque où en fait il y a un métier qui s'est créé qui s'appelle influenceur, même si ça a dévié sur créateur de contenu où en fait sans le vouloir, ça fait des années qu'on est entre guillemets dans la société influencé par plein de choses et je pense que c'est important de débattre et de ne pas oublier que de ne pas être influencé, de penser aussi, c'est important. Ouais, surtout on est dans un monde où comment dire, il y a vraiment des forces qui veulent t'influencer. Absolument. Pour que tu consommes d'une certaine façon, pour que tu penses d'une certaine façon, pour que tu votes d'une certaine façon, pour que tu vois. Et c'est un beau message pour la jeunesse aussi. On était dans le festival Nouvelle Vague, qui est un festival pour les jeunes. Donc c'est aussi important de rappeler à tout le monde que vous pouvez penser par vous-même. Grave. Et n'hésitez pas, c'est beau la liberté. Donc allez voir des films, écouter de la musique pour pousser votre créativité et penser. C'est ça. Grave, et puis aussi, moi je dirais, quand tu as l'occasion, voyager, parce que je pense que voyager jeune aussi, c'est hyper important. Ça te permet de voir qu'il y a plein d'autres cultures, il y a plein d'autres façons de voir le monde, de vivre sa vie. Ça t'ouvre les chakras. Hein. Ça t'ouvre les chakras et ça te sort aussi un peu de l'Europe ou du monde occidental. T'as l'impression d'être plus libre aujourd'hui qu'à tes débuts ? Plus libre aujourd'hui qu'à mes débuts ? Ou le contraire ? Non, j'ai l'impression d'être au même niveau de liberté à peu près. Je crois que j'ai réussi à maintenir ça. C'est bien. Ouais. Il n'y a jamais eu aucun moment où tu t'es senti... Parce que pour avoir ce genre de réflexion, souvent les gens arrivent à ce stade-là de réflexion quand ils ont vécu des choses qui les ont oppressés ou ont vécu des situations dans lesquelles ils se sont sentis... déjà, je suis allé au collège comme tout le monde à peu près. Et pour moi, c'était hyper violent. Même le lycée, où d'un moment, j'en pouvais plus d'être assis toute la journée, de devoir écouter des gens. Donc déjà, j'ai expérimenté ça assez jeune. Pour moi, c'était vraiment une torture d'être assis toute la journée, de devoir écouter des gens. J'adore apprendre, mais devoir écouter des fois des gens qui n'ont rien à t'apprendre, c'est très compliqué, j'ai trouvé. Et puis
tout le monde n'a pas les mêmes besoins à cet âge-là. Il y a des gens qui peut-être s'asseoir toute la journée, ça leur va. Moi, ça m'allait pas du tout. Donc déjà pour moi ça a été le premier choc dans la vie de me dire mais non mais il faut que je trouve un moyen de me barrer. Ça passe par la tête d'à peu près tous les tu vois ce que je veux dire ados. Et après par la suite j'ai toujours un peu réussi à maintenir cet état d'esprit les quelques fois où ça m'est arrivé peut-être où j'ai baissé la garde, on va dire, je l'ai regretté très vite et je me suis remis dans le droit chemin de la liberté. C'est une force en vrai de poursuivre toujours son idéalisme de liberté sans jamais avoir trop... Je pense que c'est des natures. Ouais, c'est des natures. Après, on peut tous le travailler, mais... Oui. Je sais pas. J'ai pas le conseil à donner sur comment le faire. Je le fais, c'est tout. On fera un podcast après l'échec. Ouais, sur quoi? Sur garder le cap de la liberté. Ouais, je pense que ça peut partir très loin physiquement. Vous vous sentez libre ou pas? On se sent libre? Ouais. Ouais, moi je me sens quand même libre. Je pense qu'on peut faire un podcast. Ouais, mais je pense qu'on peut faire un podcast. Mais, on y retournera. Si on doit chacune développer son sens de la liberté. Ça va être long. Vous avez 4 heures, quoi. Ouais. Non, mais je pense que c'est effectivement des choix de vie. Je pense qu'on l'aborde différemment aussi quand on est dans des milieux créatifs que quand on est dans des secteurs un peu plus conventionnels, même si c'est pas pour mettre dans des cases. Mais je pense que c'est sûr qu'il y a des modes de vie qui inspirent beaucoup plus au sentiment de liberté comme on l'entend. Après, c'est sûr que la liberté, qu'est-ce que ça veut dire au fond Bien sûr. On le ressent, voilà. Bien sûr. Est-ce que de manière libre, éclairée et consentie, tu peux nous jouer un petit morceau? D'accord, c'est fini. Ça y est, on a fini. D'autres questions? D'autres choses à dire? Là, en off, moi, on pourrait faire 1 heure, hein, donc je me dis que effectivement, c'est peut-être bien de couper là, parce que si on part sur plein de sujets philo comme ça, là, on a déjà 20 minutes. Ah oui. Okay. Un quart d'heure, 20 minutes, ouais. Ça marche. Ça te convient? Parce que toi, t'as... Ouais. Parce que j'ai reporté sur des trucs, mais... Moi, j'aurais bien voulu parler de tes autres rôles aussi. Ouais, vas-y, écoute. Hein. Tu feras au montage, tu fais les rôles et puis je couperai et après tu fais ça, ok. Une question, du coup, par rapport à tes autres rôles que LOL au cinéma. Oui. Non, du coup, repose la question déjà. Okay. Une question par rapport à tes autres rôles au cinéma. Par exemple, tu as joué dans Les ailes collées. Donc, c'est une histoire plus grave, plus sensible. Est-ce que c'est ce genre de choses que tu recherches dans tes rôles aujourd'hui, du coup? On en a déjà parlé, que tu cherchais à faire des comédies, plus que des choses graves. Mais parle-nous de ce film, un peu de ce rôle. Ce rôle, déjà, il est très... Enfin, cette histoire était très belle parce que elle parlait quand même d'un sujet... je trouve que la façon dont elle abordait ce sujet, c'est-à-dire un couple d'hommes homosexuels qui n'arrivent pas vraiment à vivre leur histoire d'amour à cause justement de la pression des autres, j'ai trouvé qu'elle était très bien traitée, elle est adaptée d'un roman d'ailleurs. Et pour moi, c'est des thèmes universels en fait, parce que justement, ça revient à la liberté, ça revient à se battre dans ce monde pour être qui on est vraiment. Et être libre de l'être. Exact, être libre de l'être, loin de la pression des autres et le jugement des autres. Et moi, c'est des thèmes qui me touchent toujours énormément, le combat pour être qui on est, tout simplement. Ouais. Donc j'ai été touché par ce rôle, j'ai été touché par le scénario et j'ai été très fier de faire ce projet. Ouais. Et, ça t'a fait quoi de revenir dans LOL 2? Ça m'a fait très bizarre. Nostalgie un peu ou... Beaucoup de nostalgie. Quand je suis retourné au lycée Jean-Sébastien C à Paris et que j'étais le seul de l'équipe du premier, en tout cas de tous les jeunes du premier, j'étais le seul. Ça m'a fait drôle. J'ai eu un flashback assez étrange, je dois l'admettre. Après, ça m'a fait très plaisir de le sortir parce qu'en fait, toute la promotion où on a fait toutes les tournées à travers la France d'avant-première, ça nous a permis d'aller revoir les fans, de partager des moments. On s'est bien marré avec eux, on a célébré un peu tout ça, tu vois. Mais le tournage m'a foutu assez nostalgique, je dois l'admettre.
Ouais. Bah, LOL 2 a foutu nostalgique une bonne partie de la population, dont moi. J'avoue clairement. Tu vois. Ok. Mais c'était top de le faire et de renvoyer un petit clin d'œil à tout ça. Après, je sais que les fans du premier ont été assez déçus. Ouais. Ce que je comprends parce que il y a eu c'est pas vraiment une suite exactement. Non. Et qu'il n'y avait pas du tout les mêmes acteurs. C'est pas du tout la même histoire. Enfin, oui et non. Je trouvais qu'il y avait trop d'histoires dans l'histoire. Ouais. Moi, c'est mon avis. Je comprends ton avis. Après, moi, j'avais vraiment une apparition. Lisa Azuelos m'a demandé de faire une chanson pour le film. Je l'ai faite vraiment, tu vois, comme un clin d'œil, un coup de loyauté aussi envers elle qui m'a ouvert, grâce à LOL 1, les portes du cinéma. Je me voyais pas lui dire non. Et j'ai vraiment pris du plaisir, comme je te dis, en fait, à retourner au contact des fans du premier. Et je pense que malgré tout, le film est peut-être pas aussi réussi que le premier, mais il est quand même sympa. Et il a le mérite d'exister. Il a le mérite d'exister, ça fait de mal à personne et il est quand même cool. Voilà. Bah après, un 2, c'est toujours beaucoup de pression, parce que surtout quand il y a eu un grand succès, il y a, de manière générale, il y a toujours beaucoup plus de critiques négatives sur un 2. C'est rare, à part peut-être Retour vers le futur, qui a eu des critiques incroyables, et de faire aussi bien. Après, c'est aussi en fonction des attentes des gens. C'est-à-dire que si les gens attendent une suite avec les mêmes personnages, ça veut pas autant dire que le film est moins bien. Moi, ça m'aurait plu qu'ils fassent la même chose que LOL 1 avec d'autres personnages aussi. C'est-à-dire la même chose que LOL 1, tu veux dire le même film. Reprendre le même scénario. Non, ouais, franchement, j'aurais kiffé. Tu veux dire avec des personnages actuels. Ouais, peut-être. Ouais. Après, on sait jamais, LOL 2, il existe, il est sorti. Donc peut-être qu'ils feront un LOL 3 avec cette idée. Je sais pas du tout, là, je n'ai pas d'infos là-dessus. Merci Jérémy. Merci à vous. On va s'arrêter là. Merci. Et on va passer maintenant à de la musique. Allez, un petit morceau alors. Parenthèse musicale. Had to break it. Mama, what's going on here? I feel down and cold. A lack of self-love got me facing a bottomless void. Kissed the battle once and I ended up married to the booze. I thought it would help to heal, but along the stretch my wound. I had to break it, I had to get away. I had to break it, yeah. I had to get away. Had to break it, had to get away. Had to break it, yeah. Had to get away. Pack up, shake up the stuff your mind
purple haze got you blind. Look at them queuing to snore, bleeding nose, broken soul. What's left in here for you, boy? Bird, dirt, ashes, and smoke. Sharks, gold diggers on my back. Fuck it, tonight I hit the road. I had a break here, I had to get away. Had a break here, yeah, had to get away. Had a break here, had to get away. Had a break here, yeah, had to get away.